C'est une exclusivité que je vous donne pour le Football Time. Anderlecht a refusé dans les derniers instants une offre assez très importante. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Un Clubhouse Football Time absolument dingue, complet. On va revenir bien sûr sur les derniers transferts les plus palpitants qui nous ont touchés. Il y aura du Standard Anderlecht, la situation de Bechnikazi évidemment, le cas Ryan Bounida qui vraiment enflamme pour le moment les réseaux, surtout belges et marocains. Et puis on aura également nos joueurs de la semaine. Bref, ça va être exceptionnel, mais juste avant ça, je vais saluer Xavier et je vais lui demander de m'expliquer un petit peu les back of the scene, on va dire, dont on a parlé lui et moi, parce qu'il y a une phase qu'il a absolument touché, c'est le carton rouge, de Arnor Moujla, le joueur de Saint-Tron, contre Charleroi. Pour toi, il y a un vrai problème arbitral dans ce match. Clairement, parce que je pense que, je sais pas si vous avez vu la phase, mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu la phase, d'ailleurs, je le rappelle, mais maintenant, il y a tous les meilleurs moments de tous les matchs qui sont disponibles sur l'application Unibet Expert, donc on peut revoir les actions, et on voit justement cette action-là, et je pense que c'est peut-être l'affiche qu'on attendait le plus ce week-end avec le Classico, et au final, le match tourne, pourquoi? Parce que l'arbitre, il fait une erreur monumentale, enfin, c'est lui qui, je pense, donne le match à Charleroi, parce qu'il y a la Madito, il siffle pas. Si tu siffles là, directement, Mouva, il se venge pas après. Il y a une deuxième faute où je pense que c'est Titraoui ou Oussou qui découpe l'attaquant de Saint-Tron, tu siffles pas non plus. Et puis après, oui, l'attaquant de Mouya, il se venge et il mérite rouge. Mais si l'arbitre fait son job correctement, jamais on arrive à cette phase-là. Et c'est malheureux qu'à cause d'un arbitre pas au niveau, dans le top match du week-end, on se retrouve à un match qui tourne en faveur de Charleroi, alors qu'on aurait pu voir peut-être une belle affiche si Saint-Tron jouait pas à 10 quasiment tout le match, quoi. Thomas, bonjour. Bonjour. Est-ce que Xavier a raison? Je trouve qu'il a raison que, si ça s'était pas arrivé avant, c'est sûr qu'on n'aurait peut-être pas eu cette phase-là et que, le cours du match change complètement. Moi, dès qu'il y a des cartons rouges, moi, je trouve que le match est toujours, change complètement et moi, ça me dérange. Donc, je trouve qu'on peut pas avoir un avis objectif de la rencontre en son intégralité suite à cette carte rouge. Et alors, évidemment, je finis par le dernier, celui qui nous rejoint après une petite semaine d'absence. Quentin, le QTNSL international. C'est vrai que cette phase, elle a énormément fait parler. Pour moi, oui, ça change tout au cours du match. Ça change aussi le résultat. Parce que même à 0-0, jusqu'au 0-1 de Charleroi, pour moi, c'était Saint-Tron qui était le mieux en jambes dans cette rencontre. Même à 10, ils étaient très bons. Ils se créaient pas mal d'occasions. Ils mettaient en difficulté cette équipe de Charleroi qui, après un beau goal et une belle frappe de loin de Titraoui, a réussi à faire le 0-1. Mais sans ça, je pense que Saint-Tron aurait pris l'avantage et aurait pu même prendre les 3 points. Très important, sachant qu'il y avait un duel entre l'Union et le club de Bruges, donc les 3 points auraient été importants pour eux. Et il en sera évidemment question dans le d'accord, pas d'accord dans quelques instants, mais juste avant, vous l'avez compris, on vient de terminer la phase du mercato hivernal. Donc forcément, je vais vous demander un petit peu vos retours. J'ai donné la tâche à Thomas de nous donner ce qui est pour lui certainement la plus grande perte. La plus grande perte d'un club du côté de la Jupiler Pro League. Qui est le joueur qui va manquer le plus à son équipe après son départ? Je pense que c'est évident, vous allez être d'accord avec moi, c'est le tout dernier transfert dans ce mercato, c'est Angulo du côté d'Anderlecht, c'était le joueur le plus créatif de cette équipe, donc ça va manquer beaucoup, surtout qu'on a été récupéré on a transféré un autre joueur en remplaçant pour lui, avec des stats quand même assez catastrophiques, donc à voir ce que ça va donner, on ne juge jamais avant d'avoir vu, mais ça promet pas de grandes choses pour l'instant. Oui, Coba da Costa qui a des statistiques, et je me tourne vers l'homme de stats, Quentin, pas nécessairement rassurante. C'est vraiment pas rassurant, c'est 14 matchs avec Retafe, 0 goal, 0 passe décisive également. À voir comment ça va être ici, parce qu'on sait que la Liga, c'est aussi un championnat pour les plus petites équipes, style Retafe, Alaves, Oviedo, toutes ces équipes-là. C'est plus compliqué de se créer des occasions et de marquer des goals. À voir là, mais c'est un prêt. C'est bien que ce soit pas un transfert définitif, parce que je suis pas sûr qu'il lève l'option achat. Maintenant, on va lui laisser le bénéfice du doute et le prouver, mais ça va être une vraie interrogation pour le futur coach d'Anderlecht, potentiellement Kanaté, qui a que 19 ans, mais qui a quand même du potentiel, qu'ils avaient mis 1,8 million, je pense, de mémoire, Anderlecht dessus. Donc peut-être lui qui aura plus de chances de percer que je pense cette recrue-là. Et j'ai demandé à Thomas sa plus grande perte, c'était relativement facile. Ouais. Par contre, toi, un autre. Ouais, t'en avais un autre. Pour moi, je pense que c'est Van Elden de Saint-Tron, parce qu'ils perdent quand même un défenseur titulaire.
Il joue quand même le top du classement. Il est parti à l'Antwerp, qui est entre guillemets un concurrent. Donc, oui, Non, vas-y, parle. Non, il est pas d'accord, c'est pour ça. Vas-y, Il réagira après. Il a fait non, c'est Ouais. pour ça que je lui ai dit, Dis-moi. vas-y, tu peux y Bah, aller pour quand moi, tu c'est veux. pas une perte pour Saint-Tron. Pour moi, c'était le défenseur le plus faible des 4, mais ça ne veut pas dire que c'était un mauvais joueur. Au contraire, pour moi, c'était un bon joueur. Mais jouer en arrière droit, c'était pas forcément sa position. Et les recrues qui sont arrivés du côté de Saint-Tron, je les trouve très intéressants en défense centrale. Judrik Pup, qui revient du Canada en Belgique, qui devait d'abord normalement signer à Courtrai, mais transfert avorté dernière minute, il a signé à Saint-Tron. Bah, Et, pas avorté. Je pense que Saint-Tron, Ouais. quand il a vu que Voilà, Saint-Tron c'est le ça. voulait, vu la situation de Saint-Tron, c'est pas avorté. C'est Ouais. le mec, il s'est Ouais, cassé ouais, direct, mais il a je été voulais direct sur le rester Limbourg. Ah Tu le ouais, trouves ouais. meilleur que Van Elden? Je le trouve meilleur que Van Elden. Ah, ouais. Et Ah, après, je trouve que l'autre transfert, l'autre défenseur central, Mbesso de Beerschot, je le trouve aussi très intéressant. Parce que c'est un jeune prometteur. On l'a vu la saison dernière en Division 1. C'est deux joueurs que je trouve vraiment intéressants. Donc je trouve pas que c'est une Ouais, perte mais- parce que tu recrutes deux défenseurs pour. C'est bien parce qu'il répond à la question du meilleur transfert sans même qu'on lui la pose. Mais c'est très intéressant. C'est pas les meilleurs pour moi, mais je trouve que sur ce côté-là, Saint-Tron a été très intelligent et ils ont très bien recruté dans ce secteur-là. Tu n'es pas d'accord? Non, parce que ici Van Elden jouait back droit, donc c'est plus Van Wezemal qui est en concurrence et qui reprend la place de back droit, et que je trouve pas un joueur incroyable pour jouer le top en Pro League. Ok, c'est intéressant, c'est bien. Mais du coup, je vais revenir vers toi sur ce que Thomas a semblé énoncer comme un des joueurs intéressants en termes de transfert. Pour toi, qui est vraiment la pépite qui a signé, qu'il fallait évidemment mettre en avant aujourd'hui? C'est très simple, je pense qu'on est tous unanimes, c'est Teddy Thomas. On l'a encore vu ici ce week-end dans un derby. Il a le Standard, le milieu de terrain du Standard a mangé le milieu de terrain d'Anderlecht, et la passe, les créations d'occasion, les phases arrêtées, mais le Standard est enfin dangereux sur les phases arrêtées. Je crois que c'était 4 minutes de jeu, 5 corners, un truc du genre pour le Standard. Je pense que j'ai rarement vu ça. La pression qu'ils ont réussi à mettre, et chaque phase arrêtée, après c'est bien parce qu'ils avaient mis de la taille, genre il y avait du Mahou, du Karamoko par rapport au dernier match, donc ça je trouve c'est une plus-value de les mettre dans le 11 rien que pour ça, rien que pour la dangerosité qu'on peut avoir sur les phases arrêtées. Donc ouais, Teddy Thomas, c'est un apport incroyable, aussi bien en phase arrêtée, dans le jeu, la création d'occasion, la combativité, la hargne, il y a tellement de bienfaits. Mais ça, c'est une des clés dont on parlera dans le match de la semaine avec Standard Anderlecht, parce que effectivement, les phases arrêtées sont beaucoup mieux tirées depuis que c'était Teddy Thomas c'est qui le incroyable. fait. Ouais, C'est assez incroyable, franchement, je suis choqué de voir à tel point. Ok, il y en a qui ratent, mais la façon dont il les tire, c'est un réel danger, c'est impressionnant, honnêtement. C'est impressionnant, Teddy Thomas. Donc moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Teddy Thomas, c'est vraiment une plus-value exceptionnelle. Je vais pas te poser la question, Thomas, parce que c'est ton joueur préféré. Donc évidemment, je crois que tu plus sois. Bah, vous aurez pu dire que j'étais pas objectif, mais pour le coup, je suis objectif parce que vous êtes d'accord avec moi. Donc, non, c'est clair. C'est top. je reste objectif. C'est top. Bois ton petit coup d'eau Ouais, parce que je j'ai vois un que t'en as besoin. Nous, on va passer au d'accord, pas d'accord, évidemment, avec donc un match importantissime sur lequel on va quand même revenir 5 minutes parce qu'il n'a pas été si passionnant que ça. On en attendait quand même énormément. C'est les deux meilleures équipes actuelles de notre championnat, en tout cas sur le plan européen. L'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges se sont donc quittés sur le score de 1-0. Ouais. L'Union, en tout cas, est assez solide à domicile. Donc, la phrase que j'ai pour vous aujourd'hui, sur laquelle vous allez devoir me dire si vous êtes d'accord ou pas, c'est tout simplement au Stade Marienne, l'Union Saint-Gilloise est la meilleure équipe de Belgique. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce qu'à domicile, on peut dire que l'Union est la meilleure équipe de Belgique? C'est d'accord pour Xavier, c'est d'accord pour Thomas, c'est d'accord pour Quentin. Évident, j'ai regardé, t'as levé les sourcils. Bah oui, quoi. mais ça j'aurais préféré que tu poses la question différemment. Est-ce que l'Union est la meilleure équipe belge en ce moment de notre championnat? Et là, je te réponds oui aussi. Donc, je reste au vert parce que on l'a vu. Excuse-moi, mais moi, j'ose pas te poser les questions parce que j'ai vu tes prédictions. J'ai pensé justement à ce que tu disais au début de l'année. Je pense qu'il y avait dans les prédictions entre vous trois, l'Union ne finit pas dans le podium. Donc, il y avait quand même moi, ils sont dedans. Voilà, donc il y avait quand même des discussions autour du fait que l'Union allait à un moment donné piocher dans la saison. Donc, je n'ai pas osé aller jusque là, mais Non, pour moi, actuellement, l'Union est la meilleure équipe de notre championnat. Dans notre championnat, je parle. Je parle pas sur le plan européen ou autre. Vraiment, dans notre championnat, je trouve que c'est les plus solides. Même quand on regarde le club de Bruges, il joue avec Spillers derrière. L'Union a plein de possibilités en défense centrale. Ils ont bien recruté aussi, donc il y a beaucoup plus de possibilités. Le club de Bruges n'a pas transféré non plus, donc je trouve que c'était un match vraiment mauvais du club de Bruges, surtout en première mi-temps. Et j'ai pas du tout compris la tactique de l'Eco en mettant Tsolis en faux neuf. J'ai pas compris. ouais. Bon, je
je veux pas dire que j'ai pas compris parce que je pense que son intention était de jouer au sol parce que t'as 3 défenseurs centraux quand même assez grands du côté de l'Union, donc il voulait peut-être pas jouer avec un attaquant pour centrer haute, il voulait jouer au sol, donc c'était ça la tactique, j'en sais rien. En tout cas, c'était raté. Mais tu le pointes là, le problème. Quentin, il est défensif. Aujourd'hui, voilà pourquoi l'Union est plus forte que le club de Bruges. Bah, elle peut compter notamment sur un Kevin McAllister, encore une fois, incroyable dans la rencontre. Les stats sont affolantes. Ouais. C'est 11 matchs à domicile, 2 goals encaissés. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est 2 goals encaissés en 11 matchs, c'est 31 points sur 33 à domicile. Meilleure attaque également à domicile avec un but de plus que le club de Bruges. Donc statistiquement, ils sont largement les meilleurs à domicile, mais largement. Donc oui, clairement, ils ont ce trio, on va dire défensif, parce que maintenant c'est Sykes qui prend un peu plus la place à gauche, mais sinon on va dire ce Burgess McAllister, c'est très fort, c'est habitué à la Pro League, ça joue déjà maintenant depuis quelques saisons, ils sont vraiment dans leur fauteuil, ils sont très forts. Des automatismes qui peuvent aussi parfois cacher, je dirais, relativement la faiblesse tactique d'un Hubert. C'est-à-dire que comme ils sont très forts et qu'ils se connaissent très bien, Xavier, ça peut à un moment donné aussi camoufler toute une série d'errances et de soucis qui n'étaient pas là la saison dernière. Ouais, clairement, parce que les automatismes, c'est très très important en club, et quand on voit, c'est quand même la même ossature. Enfin, en défense, les joueurs, ils sont là quand même depuis plusieurs saisons, même à gauche, à droite, enfin, même quand tu vois toute l'équipe, il n'y a pas beaucoup de changements d'année en année. Quelques retouches, ils amènent beaucoup de joueurs, mais souvent pour la saison d'après, donc les automatismes se créent déjà. Et ça, que ça aide, hein, ça permet de camoufler beaucoup de lacunes, les automatismes dans un club. Thomas. Ah non, je te vois. Non, je te vois pensif, je te vois en pleine réflexion sur les propos de Xavier. Non, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des automatismes, mais contrairement à ce que j'ai pu dire par le passé, etc., je trouve que la tactique mise en place de Hubert pour ce match-là était bonne, était intéressante, le pressing était très bien effectué, et ils ont joué de manière très intelligente, contrairement à ce que Bruges a fait. Ouais, c'est vrai. Alors forcément, on se pose la question du club de Bruges aujourd'hui parce que c'est assez impressionnant la différence qu'il peut y avoir entre un Bruges européen et un Bruges belge, j'ai envie de dire en Jupiler Pro League. Elle vient d'où cette différence? Est-ce que c'est vraiment peut-être des joueurs qui se lassent, qui sont fatigués de ce type de match, qui ne prennent plus de plaisir tout simplement à jouer dans ce type de rencontre-là? Je sais pas, c'est très très étonnant. Je me posais la question quand je voyais la conduite et je me suis dit, est-ce que c'est la motivation? Parce que tu passes quand même d'un match de Ligue des Champions contre Marseille, match important, tu dois gagner, tu fais le boulot, mais incroyable, 3-0. Franchement, honnêtement, j'aurais pas cru qu'ils auraient gagné 3-0 comme ça à domicile contre un Marseille qui devait aussi prendre des points ou au moins marquer. Donc après, proposer un football aussi amorphe, si pauvre, aussi triste, est-ce que c'est comme maintenant, ils se disent, on garde tout pour les playoffs? Est-ce que c'est ça aussi? Parce qu'ils connaissent vraiment cette dernière année des playoffs, ils connaissent le système, on va dire. Donc, je sais pas ce qui se passe dans leur tête pour avoir une telle différence, mais ouais, c'est flagrant, je trouve. Pour moi, c'est un contexte complètement différent. Motivation aussi. Motivation. Tu joues ton dernier match de Ligue des Champions, tu dois absolument le gagner. Tu joues contre une équipe de Marseille. Avec tout le respect que j'ai pour le club de Marseille. C'est aussi un club en crise depuis quelques années qui trouve pas, il retrouve plus son niveau d'avant, et même la Ligue 1 en son intégralité, je trouve qu'elle a aussi un peu diminué. Et au final, quand on regarde cette saison, l'Union a gagné contre Monaco et le club de Bruges a gagné contre Marseille de façon assez facile, si je peux me permettre. Donc, est-ce que le niveau belge, français, est-ce qu'il y a vraiment un grand écart aujourd'hui? Je pense pas. Donc le fait qu'ils aient gagné 3-0, c'est pas hyper étonnant, c'est pas un exploit pour moi en tout cas. Ouais, mais il y a aussi des phases de jeu dans lesquelles tu gagnes en général en Belgique. Tu vois, si t'as un grand attaquant costaud en déviation, sur des centres, en général, t'arrives à finir tes actions. En général, tu gagnes les matchs. Si tu gères bien tes phases de transition, tu arrives en général avec ce type d'attaquant-là également à gagner plus facilement tes matchs. Il y a des profils aussi qui manquent, je trouve, à Bruges. Vraiment, très étonnamment, pardon. Gustav Nilsson, on le sait, on l'a dit la semaine dernière, il est à la cave. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a pas de versatilité, on n'a pas de changement de profil. Il y a du Tresoldi, il y a du Verman. C'est deux mêmes. C'est les deux mêmes. Pourquoi on n'a pas de diversité sur le secteur offensif? Mais même le mercato, on peut en parler. Le mercato du club de Bruges est complètement raté. T'as même pas de doublure. On savait qu'un ailier, c'était quelque chose qui était important et nécessaire pour eux. Et même aussi, on sait que cet été, le club de Bruges, va perdre énormément de pions. Potentiellement Mignolet, qui va prendre sa retraite. Potentiellement Tsolis. Ordonez. On peut parler peut-être potentiellement d'un Joachim Seyss. Et d'habitude, Onyedika. Mais d'habitude,
6 mois avant, ils prennent un joueur pour qu'il s'acclimate à l'ambiance, à l'état d'esprit et tout du club de Bruges pour qu'il soit prêt 6 mois après. Ici, ils l'ont même pas fait. Donc, ils ont même pas préparé cet été. Et je trouve qu'il y a le mercato hivernal, c'est un gros échec. Hein. J'ai quand même un petit bémol à dire par rapport à ça parce que effectivement, ils ont fait de l'anticipation qui n'a pas été réussie. Voilà. Avec mais ils n'ont pas Ludovic réussi, quoi. Reis, ce n'est pas une réussite, c'est une réalité. Ah oui, ça, c'est ils un ont même échec, pensé à le prêter. Et donc forcément, on se pose des questions aussi peut-être sur la capacité que peut avoir la direction à faire des choix. Ils ont essayé des deals, ils n'y sont finalement pas arrivés. Il y avait vraiment une tentative, je pense, d'aller pousser, de montrer vraiment que le club de Bruges existait aussi sur le plan européen. Et je pense qu'évidemment, ils n'ont pas pu contrôler le destin et la rencontre exceptionnelle d'Andreas Schelderup contre le Real Madrid, qui a donné la qualification de Benfica, qui change tout, parce que sinon le deal, ils le faisaient et ils allaient dépenser certainement entre 10 et 15 millions d'euros. Mais ils y allaient, et puis finalement, ils n'ont pas eu de chance, et ils se sont dit, à mon avis, quitte à ne pas avoir de joueur, on préfère l'avoir lui un petit peu plus tard, peut-être cet été, et revenir dessus, parce que de toute façon, à mon avis, Mourinho, ça va rien changer, il va pas le faire plus jouer, même si les dirigeants veulent le garder, et que reprendre quelqu'un dont on va pas fondamentalement être convaincu, quoi. Non, c'est vrai, ça aurait été un transfert de cri, je comprends, mais je me souviens une phrase avant le mercato du président, Bart Farag, si je me trompe pas, il disait que le club de Bruges, après janvier, allait avoir une image complètement différente. Ils allaient recruter, ils allaient avoir une autre image. C'est vraiment ce qu'il a dit. Donc aujourd'hui, une autre image, je vois pas d'autre image, à part le Maréchal qui est arrivé, mais sinon ça, il n'y a pas grand chose. Donc ils ont quand même refusé des offres aussi. Je me pose vraiment des questions. On parlait de très solide tout à l'heure, où on faisait une offre de 16 millions pour ce joueur-là, alors que honnêtement, il a pas forcément prouvé grand chose. On va pas dire que c'est une erreur de casting parce que ce serait sévère, mais si tu reçois une offre de 16 millions pour ce type de joueur-là, tu dois l'accepter et tu vas acheter un autre joueur. Mais bon, c'est sûrement qu'ils avaient pas de plan B et qu'ils ont eu peur parce qu'ils ont déjà fait partir Kai Furo du côté de Brentford, donc ils ont pas de plan B. Oui, c'est ça. En plus de ça, ils se sont permis d'aller choper, je crois, un peu plus de 10 à 15 millions d'euros sur le deal de Fouro, qui n'a, je pense, jamais joué avec l'équipe première, quoi. Donc c'est de la folie. Ils ont été chercher un deal absolument magnifique. Après, Kai Fouro, moi, je suis absolument convaincu. Ah oui, je mais suis persuadé qu'il va réussir. Vraiment. Oui, mais t'as aucune garantie. C'est un coup de poker qu'a fait Brentford et Bruges l'a très très bien vendu. Et je suis d'accord avec toi qu'ils n'ont pas de solution et c'est aussi pour ça qu'ils ont pu se permettre de refuser apparemment à 40 millions à Ordonez. À 40 millions, tu refuses une telle somme-là parce que tu peux pas finir ta saison et être champion Spillers selon moi. Donc champion Spillers, c'est impossible. C'est pour ça qu'ils l'ont refusé. C'est pour ça qu'ils ont refusé ça parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de recruter un autre défenseur central dans les derniers moments du mercato. Alors si. Mais ils n'étaient pas d'accord en interne. Ouais. Ça, c'est l'info que je peux vous donner. Ivan Leko ne voulait pas Sadibou Sané. Il y avait un accord qui était très très proche. En plus de ça, il y a un agent très connu qui a fait de la prison qui était au milieu du deal. Je vais pas dire son nom, vous avez tous compris. Il essayait de faire en sorte que le deal se fasse. Il y avait un accord très proche entre Metz et le club de Bruges. Et je pense qu'en interne, ça a pioché parce que le coach ne voulait pas le joueur. Et donc, du coup, ça a remis un petit peu en question les choses. Quitte à se dire, on va peut-être postposer pour trouver peut-être le joueur qui pourrait mieux fonctionner. Parce que si Ivan Leko n'est pas le mec qui vient d'arriver et qui a coûté 6 millions, qui est censé remplacer Ordonez, qui n'est pas parti, structurellement parlant, pour faire un collectif, c'est chaud, mon copain. Ouais, je sais, mais ce que j'ai du mal à comprendre du côté de Club de Bruges, c'est qu'ils ont une grosse équipe de recrutement. Ils ont plein de scouts, ils ont plein de personnes en charge pour ça. Et qu'il n'y ait pas d'autres profils ou des plans B ou autres qui soient pris sur la table, c'est ça qui me surprend, je trouve. C'est bizarre quand même qu'il n'y a pas de transfert et que même s'il y en a un qui capote comme Sheldrup par exemple, qu'il n'ait pas un plan B ou qu'ils y vont pas, enfin je sais pas, je trouve ça assez étrange. Après Bruges a, je pense, tenté vraiment un énorme coup parce que Sheldrup est quand même un joueur qui est considéré comme un prospect international, sur lequel il mise parce qu'il a 21 ans et il se disait on fait un coup comme il l'avait fait à l'époque avec Yaremchuk, qui avait été d'ailleurs un flop, l'un des plus grands flops de l'histoire du club de Bruges et de Vincent Manhart, on s'en rappelle. Mais peut-être que derrière, ils n'ont pas non plus les solutions. Peut-être que les noms, ils les ont pas dans les listes. Ouais, mais c'est bizarre. C'est ça que je veux dire, c'est qu'ils ont une grosse équipe de recrutement et ils ont pas d'autres noms. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Recrutement et les gros fonds, financièrement, ils sont quand même costauds. Donc, dans le pire des cas, tu peux me dire que dans le championnat belge, il n'y a pas un top joueur que tu pourrais recruter, même peut-être un peu surpayé,
pour dépanner, toi. Eh ben, j'ai eu la même réflexion que toi. Il y avait un intérêt de l'Antwerp pour un joueur de Zulte qui s'appelle Ehrenberg, qu'on a beaucoup félicité ici. Bah voilà, pourquoi pas aller piocher dans le championnat. Ehrenberg, t'es pas convaincu? Franchement, je pense qu'il y a encore besoin justement un step entre Zulte et Bruges, et je pense que l'Antwerp c'était une bonne solution. Mais de passer de Zulte à Bruges, non. Ça, et Nadi n'en avait pas besoin pour aller à l'Olympique de Marseille sur le 3? Ça, c'est un autre type de joueur, je trouve. Ça, c'est un joueur que le club de Bruges aurait potentiellement pu recruter, mais Ehrenberg, pour moi, pour moi, il a pas les qualités d'ailier pour le club de Bruges. Pour moi, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. C'est trop léger encore. Et donc, on doit trouver un remplaçant à Tsolis, on doit trouver un remplaçant à Ordonez, à Onyedika, à Mignolet, à Seyss, certainement, aussi. Donc, sur le côté droit, faudra recruter. Faudra prendre un numéro 9 aussi, quand même, de taille, hein, parce cet que été, je reviens sur cette histoire, ça a manqué dans le match face à l'Union Saint-Gilloise, je trouve, Quentin. Sinon, pour le reste, d'autres idées. Gardien aussi, hein. Et Forbes, je suis pas sûr qu'il va rester non plus. Ouais, il y a une possibilité aussi. Il était de la dernière sélection portugaise, donc il va peut-être aller à la Coupe du Monde aussi. Ouais. Là, ici, il gratte quelques minutes de jeu. Faudra qu'il revienne en forme, alors. Et en Ligue des Champions, il a quand même montré, en Ligue des Champions, il a quand même fait un peu le buzz, Ouais, des mais petits en Ligue des stats, Champions, donc, en championnat belge, je sais pas, c'est... Et les gars, on parle pas d'un dossier à Bruges. Il y a aussi le dossier André Brooks que j'avais révélé, où Bruges n'a pas été capable de finaliser avec Sheffield aussi. Sheffield qui est 17e de Championship, les copains. Hein. 17e de Championship, qui était censé être le backup de Forbes, qui était une des priorités d'Ivan Leko. C'est pas non plus, je pense que c'est le mercato le plus décevant, c'est reste le club de Bruges, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Mais il y avait pas Gassama aussi à un moment donné? J'ai pas d'infos sur je pensais que j'avais lu ça, donc je sais pas. Je pensais que j'avais vu ça, le Gassama qui avait joué à Eupen. Il y a Gassama qui est un joueur des Rangers. Des Rangers. Qui a joué à Eupen, formé par le Paris Saint-Germain. Ok. Il est déjà passé dans notre championnat. On va vérifier ça. Mais en tout cas, je vais tenir ça à l'œil. Merci. C'est une petite piste que je vais noter dans mon calepin pour l'été d'ores et déjà. Allez, on va passer au match de la semaine à présent. Évidemment, Standard Anderlecht, la victoire 2-0 d'un Standard de Liège qui a su exploiter un maximum les failles de son adversaire, une efficacité incroyable. On va aussi parler du limogeage et de la situation à Anderlecht qui est extrêmement complexe. Mais d'abord, le Standard a réalisé le match parfait, Quentin. Oui, le match parfait dans le sens où ils ont fait ce que les supporters attendaient, ils ont mouillé le maillot. C'est bien, ils ont montré qu'ils savaient encore le faire, parce que c'était pas le cas les dernières journées. Ils ont montré que ça c'est comme le Standard, comme d'habitude. Après ils vont jouer contre Dender, avec tout le respect que j'ai pour Dender, mais ils feront une défaite ou ils feront un match nul. Ils arrivent toujours à se surpasser et à se transcender dans les gros matchs. Tant mieux, parce que ça donne un peu plus de spectacle, mais il faut toujours qu'ils arrivent à avoir cette éternelle régularité. Mais oui, ici, ils ont fait le match parfait, ils ont été solides, ils ont tenu le clean sheet, ils ont été dans les duels, ils ont gagné la bataille du milieu de terrain. On a vu un Karamoko qui a été assez intéressant, je trouve, également. Le retour de Mahou, qui pour moi apporte un énorme plus défensivement. Houtkit, qui a fait une très bonne première mi-temps, je trouvais aussi à chaque fois très sec sur l'attaquant, dans les duels. Bates qui monte au jeu. J'allais lever la main pour parler de lui. Donc, l'entrée de Bates, les amis, dans la manière dont il attaque complètement confiné les attaquants et les offensives d'Anderlecht qui à partir de la 70e ont commencé à piocher, à faire des passes, tu sais, les fameuses passes inutiles, la stérilité, tout ce qu'on déteste, quoi, le dégueulasse. Il a vraiment apaisé cette défense centrale. Mais cette défense à 5 était intéressante et j'ai trouvé vachement plus intéressante qu'une défense à 4. Donc je pense que Evrard, surtout vu les échéances des prochaines journées, un déplacement à Bruges, une réception de l'Union, il va continuer cette défense à 5, je pense, de ce qu'il a fait ici. Il est obligé de faire ça. De toute façon, c'était un bon choix tactique, c'est de repasser avec 5 défenseurs. J'ai bien aimé le trio Bates, Houtkit, Ovao, ça peut vraiment être un bon trio parce que Houtkit, c'est un bon défenseur. Mais pour moi, en défense à 2, il est pas assez performant, à mon sens. C'est un joueur qui était formé aussi dans une défense à 5 du côté du club de Bruges. Donc, pour moi, c'est vraiment le bon choix. Mais je pense que la direction, en début de saison, en avait marre de cette défense à 5, vu que Deyla, Leko l'avait appliqué. Et du coup, ils ont recruté en fonction d'un 4-4-2, ou 4-4. Après, là, il y a le retour des défenseurs centraux qui reviennent de blessures, qui aident aussi à ça. Je pense qu'il n'aurait pas pu le faire il y a un mois. Mais bon, ils ont recruté cet été pour jouer avec 4 défenseurs et non 5, donc ça, c'était connu, on est d'accord sur ça, hein, vous êtes d'accord avec moi. Donc là, ici, maintenant, Evrard revient à 5, et c'est bien. Et ce sera mieux pour le Standard, mais dommage pour les ailiers, je pense notamment à Nanabid. Mais après, il a été performant, mais pas assez performant pour dire de rester
titulaire dans cette équipe. Est-ce qu'on est sur un déclic du côté du Standard de Mais Liège ce qui est- par rapport au déplacement à Bruges? Pour moi, oui, parce que déjà le plan tactique était très bon, très agressif, le pressing était excellent aussi, et surtout, on en a déjà parlé, l'apport de Teddy Thomas, c'est incroyable. Son jeu en un temps, l'accélération qu'il amène dans ce jeu, c'est vraiment un changement énorme pour le Standard. Vraiment, c'est agréable à voir. Donc, il y a eu beaucoup de changements et ils sont positifs. Et surtout, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il va donner l'impulsion aux autres. Je sais pas Ouais, si c'est je me ça, fais ouais. comprendre. C'est-à-dire que La il donne un motivation, rythme et les autres, C'est le rythme. en donnant le rythme, il demande aux gens, c'est comme une symphonie suivre, en fait, en c'est fait. comme une harmonie. Le football, c'est du collectif, donc tout le monde travaille en même temps. Il dit, ok les gars, maintenant on accélère, et les autres, ils savent que s'ils accélèrent pas, ils sont hors faute. Donc ils sont quelque part un peu poussés en avant par l'impulsion d'un Teddy Thomas dans l'énergie, dans les duels, etc. Ils sont obligés de se mettre au niveau, et derrière ça accompagne le tout. Il va les tirer vers le haut. Hein. Ouais. Il va clairement les tirer vers le haut. Et je pense que ce dispositif à 5, c'est aussi une bonne chose pour Rafiki Saïd. Parce que ça va prôner ce jeu en contre-attaque. Et c'est là que lui, il est très fort avec ses accélérations. Et on en a notamment vu sa vitesse qui peut faire des différences et des dribbles. Donc c'est un bon dispositif, je pense, à l'heure actuelle pour le Standard. Même au niveau du milieu de terrain, Teddy Thomas a connu ses meilleures périodes du côté de l'Union dans ce dispositif-là. Et bon, maintenant il est blessé pour le moment, mais Nielsen aussi a connu des grands moments en Pro League dans ces dispositifs-là. Je pense que ça va mieux le convenir aussi, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner les prochaines semaines. Ouais, c'est vrai. Et je pense que le milieu de terrain, maintenant, il est trouvé. Effectivement, il y a plus vraiment de doute. Tu penses que Nielsen va revenir dans ce milieu de terrain après ce qu'ils ont montré là? Bah, tout dépend du là, niveau. Il a gagné, ils ont tous les trois, ils ont gagné des points. Tout le monde a gagné des points. Ouais, je sais, mais bon, Nielsen reste Nielsen, même si bon, il a été assez décevant. Du côté de Bruges et Standard, il n'a pas encore trop retrouvé son Alors niveau. il doit attendre. Il doit attendre des mauvais résultats du Standard. Ouais. parce que là, à l'heure actuelle, moi je sors personne si je suis au Après, tout je ferais dépend. pas ce milieu de terrain là. Non, Si les trois, enfin, s'ils sont tous fit, moi je fais pas ça. Je fais Karamoko pour la taille et je fais Nielsen et Thomas parce que Marco, tu vas pas sortir Karamoko après le match. Non, je le mets dedans. Ah, ok. Karamoko, je le mets en 6 parce qu'avec justement avec sa taille, pour moi, il apporte une plus-value par rapport à Eli Maritra que je trouve pas au niveau. Ouais, pour moi, il est a en plus dessous le de son, niveau, ouais. il a plus le niveau qu'il a connu du côté de Charleroi, donc pour moi, c'est vraiment le joueur aussi que je mettrais sur le. C'est ça, ouais. Comment tu gères ça, Xavier? Bah, tu le mets sur le banc. Oui, mais comment tu gères le fait de mettre sur le banc un mec comme Marco? Bah, le problème, c'est qu'il doit l'accepter. S'il est pas à niveau, il est pas à niveau. Tu restes un joueur professionnel. Après, c'est vrai que dans le vestiaire, ça peut être compliqué, mais bon, après, c'est l'équipe avant tout. Il est plus en fin de carrière qu'autre chose, hein, donc, il était à Courtrai l'année dernière, faut pas oublier. Et ça reste un joueur. On connaît son caractère, on sait le problème qu'il y a eu notamment sur sa fin d'histoire à Charleroi. S'il est pas content, bah, il prend ses clics et ses claques et il part. C'est le Standard qui le paye, donc c'est lui qui doit accepter. Mais dans la symphonie d'Evrard dont on a parlé avec Thomas, il faut éviter un couac. Ouais, je pense qu'il le fera parce qu'il a fait un choix fort avec, par exemple, Thomas Henry ce week-end, où il l'a pas pris sur la feuille, alors qu'on sait que c'est un joueur qui, je pense, a un ego également, et donc c'est une décision assez forte du coach, et que je trouve très intéressante, et la preuve, c'est que ça a porté ses fruits. Ouais, ça a porté ses fruits. Donc je pense que si Evrard doit faire le choix, je pense qu'il le fera. Après, Karamoko est quelqu'un de très fragile aussi, hein. Donc à voir aussi comment il va tenir physiquement s'il enchaîne les matchs. Ouais, il faut savoir il va enchaîner les matchs, mais il va certainement être souvent suspendu aussi. Ouais, il a quand même un jeu où il fait pas forcément très attention. Karamoko, toi, donc au final, même si de temps en temps tu devras faire sortir Marco, il aura quand même beaucoup de temps de jeu, je pense, quoi qu'il arrive. Je pense que les blessures, ça va être moins le cas chez Karamoko. Le problème qu'il a eu quand il est arrivé au Standard, c'est que le niveau d'intensité, le niveau d'impact qui lui était demandé était complètement différent de celui du national. Ah oui. Et physiquement, bah, tu subis les contre-coups de ce niveau d'intensité. Donc ton corps doit s'habituer, il doit y avoir une préparation en fonction. Je pense que Karamoko, il n'est pas arrivé à l'été, hein. Il est arrivé à l'hiver. Ouais. Donc il doit à un moment donné se mettre aussi en rythme par rapport à ça. Là, il a fait une prépa, ils ont refait un deuxième stage. À titre personnel, je m'inquiète pas sur ses blessures. En plus, pour moi, si tu mets un Nielsen et un Thomas, c'est vachement plus complémentaire un Karamoko parce que lui, il apporte de la taille. Ce que Eli Maritra ne fait pas. Donc, par exemple, imaginons que tu aies un milieu qui soit assez grand et assez physique dans une équipe adverse. Ben, t'as Thomas et Nielsen qui vont plus être ses joueurs de ballon et lui va plus être ses joueurs d'impact, ses joueurs de physique et qui aussi donnent ses plus-values sur les corners également. Ok, avant de passer à Anderlecht, j'ai envie de parler d'un seul point noir. On a été très positif. Le Standard a fait un très bon match. Je voulais qu'on soit positif aujourd'hui, on l'a été. Par contre, la blessure de Mathieu Epolo. 6 semaines de côté. Lucas Pirard qui doit tenir dans les cages pendant tout ce temps-là. Est-ce qu'il a le niveau? Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que ça va avoir des problèmes pour le Standard dans la lutte pour les playoffs? Non, Pirard, je l'ai toujours trouvé bon, même quand il était à Courtrai auparavant, quand il a dû jouer. Même, enfin, moi, j'ai jamais trouvé Pirard, il m'a jamais déçu sur un match. Donc en soi, je m'inquiète pas trop.
honnêtement. Pas d'inquiétude. Moi non plus, c'est un gardien qui aurait pu faire une plus grande carrière en tant que numéro 1 dans un club en Division 1. Donc non, je trouve qu'il rapporte une certaine sérénité, de l'expérience. Je préfère naturellement Epolo, mais je ne suis pas du tout inquiet pour cette position-là, non. Non, il va pas faire des erreurs qui Non, je crois vont pas, non. permettre au Standard peut-être de ne pas gagner des points là où ils en attendaient d'en gagner. Il a été au niveau ici dans ce classico qu'on a eu besoin de lui, que ce soit dans les sorties aériennes, que ce soit dans les face-à-face. Mhm. Par exemple, je trouve qu'il a très bien fermé l'angle sur l'occasion de Bertaccini en première mi-temps, où elle frôle le poteau, je sais pas si tu vois. Mhm. Ben, il ferme très très bien son angle, je trouve. Donc, en plus, il aurait une bonne défense potentiellement à 5 devant lui. Donc non, ça, moi, ça... Je regardais un petit peu le classement en fait. C'est pour ça Ah, que ils je sont te pas loin, regardais. Le Standard n'est pas loin du tout. Non, ils sont pas loin mais du tout, il y a hein. quand même encore Charleroi et Malines qui Après, restent ici, des équipes c'est- mieux en forme. Pour le Après, moment. faudra voir dans 2 journées, parce que là, on est dans une culture de l'instant après une victoire dans un classico. Mais aller à Bruges, je pense pas honnêtement qu'ils vont faire quelque chose. Et après, recevoir l'Union sera compliqué. Et c'est très intéressant parce que moi c'est vraiment la question et ce sera la dernière sur le Standard que je me pose. C'est enlevons le contexte. Enlevons la situation du match. Enlevons tout ce qui s'est passé avec Azi qui pouvait sortir, avec Evrard, avec des entraîneurs, je l'ai révélé, qui étaient là sur le terrain, ou plutôt en tribune, prêts à jumper sur les positions des entraîneurs. La situation générale, la tension, tout ça, on enlève ça. On prend que ce qui s'est bien passé. Est-ce qu'on pense qu'il va pouvoir se répertorier? Est-ce que le Standard va pouvoir aller chercher ses playoffs basés sur ça, sans le contexte? Ils vont pouvoir sortir la même performance que ici contre Anderlecht? C'est possible ou pas, Thomas? Bah, face à Bruges, ouais, je sens qu'il y a moyen de faire un petit truc. Un petit truc, je vais pas dire qu'ils vont gagner, mais je sens qu'un petit point est bien possible. Un petit surtout un but que partout, 2-2. le match- Ah, mais la dernière fois, s'ils auraient été gagnés 1-2 là-bas, on s'attendait pas à ça. Hein. Non, moi je sens qu'il y a une certaine dynamique qui a été instaurée maintenant grâce à ce match-là. Ils ont pris de la confiance. Le club de Bruges, certes, ils ont battu Marseille 3-0, mais c'est comme si qu'ils avaient battu la Louvière 3-0, donc au final ça revient. Non, j'avise un peu. Mais je veux dire que le club de Bruges n'est pas en pleine confiance, même s'ils ont gagné face à Marseille en championnat, c'est compliqué. Et Fais gaffe, ils ont perdu à la maison contre la Louvière. ouais, Ah voilà, oui. donc ils ont perdu. Et Donc, ils ouais, ont- j'aurais pas dû prendre ça comme Ouais, exemple. Ouais, ouais. Mais il y Bah, avait le Nordin OHL ou Yakers Louvain, quoi. dans les buts, ça change. C'est tout. vrai que ça change. Un beaucoup de Bruges choses. avec Nordin Yakers, Ouais, c'est c'est un vrai, Bruges ça, avec c'est vrai. Migliolais, c'est pas C'est le vrai. même match, c'est pas la même C'est équipe, vrai. c'est pas la même idée. Mais j'ai vu beaucoup de difficultés ces dernières semaines et depuis l'arrivée de l'écho du côté du club de Bruges. Donc je pense qu'il y a moyen que le Standard fasse quelque chose. Allez, à vous Bruges. l'avez entendu, en tout cas le Standard peut faire quelque chose. On part maintenant du point danger. Anderlecht, le Besnikazi, j'allais dire fireman, je sais pas comment on dit en anglais, tu connais mieux le licenciement, comment est-ce qu'on dit en anglais licenciement? Ouais, c'était Non. le mot licenciement. Fire, ouais, c'est ça exactement. Mais ouais. c'est différent, C'est plus c'est le utilisé verbe, ça, différemment. Ouais. Et donc, le départ de Besnikazi, l'arrivée peut-être probable, c'est un candidat sérieux de Thorsten Fink qui est une solution très importante. La situation d'une manière générale avec Anderlecht qui pourrait perdre son directeur sportif. On sait qu'il y a un conseil d'administration extraordinaire qui devrait se tenir la semaine prochaine pour acter la nouvelle du départ. Donc Anderlecht qui recherche encore un directeur sportif. Le jeu qui n'est pas nécessairement incroyable. Moi j'ai eu les yeux, Thomas. J'ai eu les yeux sur Torgan Hazard. Il est perdu ce garçon. Il est lassé en fait parce que Il en a marre. il a un certain niveau ce joueur-là et il n'arrive pas à retrouver son niveau qu'on connaît à cause de les coéquipiers qui font les mauvais choix et ils sont pas en accord avec lui. Lui, il a une vision du jeu, un style de jeu qui sont pas adaptés aux joueurs parce que le niveau des joueurs autour de lui sont beaucoup trop bas pour pas être. Et les joueurs méchants. changent tout le temps, il l'a dit aussi en interview. Enfin, comme déjà, il a un niveau, je pense, supérieur au reste de l'équipe. Mm. Et comme il a dit, ouais, ici, pour le moment, les joueurs, ils partent, ils reviennent tout le temps, on n'a aucun automatisme. Bah, ça aide Ouais, pas non plus, ouais, toi. et en plus, Angulo permanent, donc ça va encore être pire, je pense. Ouais, ça va encore être pire parce qu'effectivement les statistiques sont pas proches de Cobal Acosta. Tu n'as pas l'air d'accord avec ce qu'il dit ici? Non, j'étais pas d'accord avec la déclaration d'Hazard parce que cette année, il a toujours joué avec du Bertaccini, du Angulo, du Saliba, du Decat. Donc cette année, je trouve que les joueurs c'était les mêmes. Mais pour revenir à ce que tu disais sur le directeur sportif, on parlait du mercato de Bruges, mais on peut parler aussi du mercato d'Anderlecht, hein, Parle-en, vas-y. il est catastrophique. Il est catastrophique. C'est Sican, je pense pas que ça soit le pauvre. Il va déjà se prendre la foudre de tous les supporters après son match et tout. Ils ont pas recruté un ailier. Si tu devais recruter un ailier, tu peux recruter à droite parce que Bertaccini c'est pas sa position. Donc là maintenant il joue avec essaye de mettre Sican, Bertaccini dans l'axe.
c'est compliqué. On a reparlé de la recrue de Retafe, c'est pas bon non plus. Hey, c'est catastrophique. Cana qui s'est blessé. Après, ça va. Défense centrale, ils ont recruté deux joueurs. Ils ont recruté deux joueurs. Donc, faudra voir là ce que ça vaut comme joueur. Donc, parce que Gilbert Montagnier, non, c'était une blague. Philippe Montagnier. C'est marrant, ça. C'est super. C'est la meilleure vanne de la journée. C'est la meilleure vanne de la soirée. On va le couper. Merci beaucoup, Thomas. Tu peux reprendre. Donc, Philippe Montagnier a dit, je pense qu'il a fait une déclaration parce qu'il a été interviewé par un journal belge, je pense. Il a dit avoir un Diarra, c'est Diarra qui s'appelle, non? Celui qui a joué à gauche ce Si on a un Diarra dans son équipe, on peut qu'être content. Donc c'est un truc dans ce style-là. Okay. Donc ça promet de belles choses, j'espère pour le club d'Anderlecht. En tout cas, les supporters d'Alaves sur les réseaux étaient très contents de s'en débarrasser à nouveau. Donc c'est pas nécessairement annonciateur de quelque chose de positif. Pour faire la petite histoire, Philippe Montagnier, il a eu donc ancien entraîneur du Standard, il était l'entraîneur de Toulouse et il a eu sous ses ordres du côté de Toulouse. Ouais, il va falloir effectivement qu'il fasse mieux que ce qu'il a fait du côté du Standard à l'époque. Philippe Montagnier, qui ne reste pas vraiment sur une belle aventure au Standard, mais qui est une personne très très sympa. Et qui a signé à Saint-Etienne cette semaine. Qui ça? Qui a signé à Saint-Etienne d'ailleurs. Qui a signé à Saint-Etienne. Eh ben, ils ont du souci à se faire. Saint-Etienne, pauvre Lucas Tassin, qui lui évidemment n'a pas pu. J'ai vu la vidéo de son action ce week-end, ça fait mal. Hein. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un face-à-face complètement triste, où il a pris trop de temps pour se décider et les supporters sont encore tombés sur lui sur les réseaux sociaux, dire qu'ils avaient jamais vu un tel raté de leur vie et tout. On sent que le joueur a un mal-être très profond à Saint-Etienne et il y en a beaucoup qui parlent d'une prison, comme quoi c'est plus facile de sortir de la prison de Prison Break que de Saint-Etienne par exemple. Ouais, donc je me de parler des supporters de Saint-Etienne parce que je ne suis pas nécessairement ami depuis l'interview que j'ai réalisée avec le père de Lucas Tassin. Voilà, c'est dit. Pour revenir sur Anderlecht, donc cette situation, c'était le vide intégral dans le jeu, Xavier, avec Bechnikazi. Qu'est-ce qu'on améliore et surtout qui pour améliorer ça? Est-ce que tu crois en la capacité de voir sur, je dirais, les semaines où Edouard Steele sera l'entraîneur intérimaire, une réaction du groupe? Est-ce qu'il y aura un électrochoc lié au départ de Bechnikazi? Les qualités, ils les ont, donc l'électrochoc, je sais pas s'ils l'auront, mais je pense que les joueurs, ils doivent pas se réveiller. Enfin, même quand il y a quelques déclarations comme Koosmans qui se dit qu'il y a un certain qui doivent se regarder dans une glace. Parce que c'est vrai que les qualités, dans le noyau, on est tous unanimes, elles sont quand même plus ou moins là, à part en défense centrale. Les qualités du noyau d'Anderlecht, elles sont là pour proposer du jeu. Les occasions, ils les ont eues. Bon, ils les ont pas mis au fond, malheureusement. Donc, et encore une fois, je crois que c'est Bertaccini en interview d'après-match, il le dit, quoi qu'il arrive, c'est pas sur le terrain, c'est pas le coach. T'as beau avoir n'importe quel coach. Si sur le terrain, tu sais pas faire une passe à 2 mètres, c'est pas le coach qui l'a fait, ça. Donc, on a l'impression quand même que les joueurs ont lâché le coach. Ouais, ça, y a pas de problème, mais à un moment, les joueurs, ils doivent prendre leurs responsabilités. Tu mets Pierre, Paul, Jacques sur le banc, les joueurs sur le terrain, ils doivent être capables de faire une passe, de réussir un tir. Je suis pas nécessairement d'accord avec toi. Je pense que c'est peut-être même les joueurs qui, dans leur impulsion, n'ont pas eu envie de se battre ou de s'appliquer pour le coach. C'est peut-être le signe même de joueurs qui avaient lâché leur coach pendant le match, avant le match et pendant le match. Ouais, peut-être aussi, mais quoi qu'il arrive, je pense que tu dois avoir un peu de fierté personnelle, toi. Enfin, c'est quand même Standard Anderlecht, quoi, toi. Au pire, tu fais ça la semaine prochaine quand tu joues contre, je connais pas le calendrier. Qu'est-ce que représente un Standard Anderlecht à l'heure actuelle? Pour certains joueurs, ça représente quand même un petit peu quelque chose. Pour d'autres, peut-être moins. Ouais. Pour peut-être un Bertaccini, Bertaccini, Koosmans, Cana, je pense. À mon avis, Hazard quand même un petit peu. À mon avis, De Cat aussi. Donc ça fait déjà Sardella aussi. Donc t'es déjà en train de penser à son transfert à Sunderland. Angulo, on l'a pas vu. Hein. Ça fait déjà 6-7 joueurs sur les 11, toi, donc c'est déjà pas mal. Ouais, il y a des vraies possibilités. Ouais, moi je suis en tout cas triste de voir qu'Anderlecht n'arrive pas à faire fonctionner son collectif de cette manière-là, parce que tu dis qu'il n'y a pas de solution, Quentin, tout à l'heure. Moi, je suis pas d'accord. Je pense notamment qu'il y a des joueurs qui devaient répondre et qui étaient en train de dormir sur le banc et qui étaient du côté du Standard la saison dernière. Je pense que Camara, il est monté, c'était pas bon. Oui, mais Camara doit être normalement, il est à droite, il a été transféré pour jouer à droite pour être le côté droit d'Anderlecht. Donc c'était lui qui était censé choper cette position pour être performant. Aujourd'hui, il n'est pas titulaire et quand il entre, il n'est pas performant. Je suis 100% d'accord avec toi à ce niveau-là et c'est pour ça que j'aime pas voir ce Bertaccini
dans un rôle de central, d'à droite. En fait, on savait pas sa réelle position, Ouais. je trouve, Anderlecht. Et donc, c'est ça, je trouve que le nouveau coach doit savoir dire, ben voilà, mon système, c'est comme ça. Les joueurs qui jouent, ben lui, il joue là. Et donc, potentiellement, Bertaccini, alors changer son système, mettre à 2 attaquants. On va voir ce que le nouveau coach fera et mettre en place. Mais je suis d'accord avec toi que si tu jouais dans un 4-3-3 avec un pur ailier droit, t'aurais dû tenter un Camara, par exemple. Pour moi, tu dois jouer la compète avec Zvetkovic et Bertaccini. Un des deux doit finir sur le banc, le moins performant des deux. Tu joues avec Sikan dans une vraie position numéro 9 en attaquant de déviation. Et derrière, je suis désolé, mais tu fais des choix. Ou tu demandes à Hazard de se décaler sur le côté gauche et donc il sera moins dans l'axe. Mais pour moi, je pense qu'il peut être tout à fait assez performant pour faire ça. Tu mets un vrai joueur de côté, un ailier qui sait le faire. Et je suis désolé, mais pour moi, ça doit être le travail. Donc c'est un manque. Tu parlais de manque au niveau des ailiers. Pour moi, c'est un manque à Anderlecht. C'est que t'as pas un vrai ailier droit qui a remplacé Anders Dreyer. Il n'a jamais été remplacé, Anders Dreyer. Il a été remplacé, mais pas de manière performante. Et il est blessé actuellement, c'est Huerta, le Mexicain. Oui, voilà, mais même Huerta, c'est pas un Non, c'est c'est pas un ailier droit, c'est Ouais. un ailier gauche. Pardon. Ici, le gars qui est à droite, qui peut faire la différence, n'y est pas. C'est notre ami sénégalais dont le prénom m'échappe, Camara. Camara, ouais. Donc voilà, c'est dommage parce que au milieu de terrain, par exemple, t'as des joueurs qui ont besoin d'avoir une impulsion offensive. Lansana a toujours été habitué dans son logiciel football à avoir un football de possession offensif pour lancer les attaquants, pour à un moment donné jogger un petit peu devant lui. Il n'y arrive pas pour le moment parce que tu n'as pas cette impulsion-là. Saliba, c'est sympa, c'est mignon, mais à un moment donné, c'est trop gentil. On n'est pas en MLS, mon copain. Il a toujours la faculté. Il me fait un peu penser des fois à Tchouaméni au Real Madrid. 600 ans pour faire une passe. 600 ans à chaque fois. Le contrôle, il met 12 heures et après derrière, il se dit bon, je fais la passe à qui? Et il nous fait une biglia, il la met en retrait. Je suis d'accord avec toi, mais c'est Lansana qui aura une carte à jouer avec le nouveau coach, hein. Bah, j'espère, parce que il a été recruté pour ça, hein. C'était un bon transfert. Je pense que c'était entre l'Union et Anderlecht qui devait signer. C'est Je ça. pense qu'il aurait quand même dû choisir l'Union. Après, je sais pas si c'était lui le décisionnaire dans cette situation-là. Mais moi, personnellement, je suis pas très optimiste pour Anderlecht. Je pense qu'il pourrait passer à la trappe des playoffs. Honnêtement. Moi, très honnêtement, je ferais pas Je du sens tout là. pas, ouais. Mais vraiment, je changerais tout dans cette équipe. Parce que tout le monde pense pour moi, Cana en défense centrale, à l'avenir, ça fonctionnera pas. Non, mais non. Ça doit être un C'est 6. blessé en plus. Oui, mais si tu le veux vraiment très bon, pour moi, Cana, il doit jouer 6, à côté de 4. T'as évidemment ce duo offensif Sikan, Bertaccini ou Zvetkovic, ça c'est un choix à faire, qui est là. Hazard à droite et Camara, Hazard à gauche, pardon, et Camara à droite. Pour moi, c'est cette équipe-là qui va fonctionner, pas les autres. Le problème, c'est que t'as un ego, Torgan Hazard, qui dit qu'il préfère jouer dans l'axe. Mais je suis d'accord avec toi, hein, je vais le mettre à gauche aussi, hein. Mais lui dit qu'il préfère jouer dans l'axe qu'à gauche. Et donc, faut avoir un coach qui arrive à dire non, tu joues à gauche. Voilà, exactement. Mais est-ce que Thorsten Fink est capable de le faire, Thomas? Bah, je sais pas, parce que Hazard, ça reste quelqu'un enfin, c'est un grand joueur, donc, est-ce qu'on peut placer Thorsten Fink au-dessus d'un Torgan Hazard? À mon sens, je pense pas, donc, non, faut quelqu'un avec beaucoup plus de poigne, et, après, pourtant, il a quand même du caractère, hein, Thorsten Fink, donc, peut-être qu'il pourrait, mais faudra passer, par un discours très convaincant, Ok. et, ouais. Et donc, C'est pour du toi, il people convient- management, quoi. Ouais, mais il convient pas. Thorsten Fink ne conviendrait Ah non, mais pas à moi, je Anderlecht, parle- selon toi? Non, je suis pas ça, je parle par rapport au Hazard. Est-ce qu'il conviendrait à Anderlecht? Il a été à Saint-Tron, il a été à Genk. Ça n'a pas forcément très bien réussi du côté de Genk. Franchement, moi, j'irais chercher je sais pas moi, un entraîneur étranger avec une autre vision, quelqu'un qui connaît pas forcément notre championnat, qui peut apporter quelque chose de nouveau, justement. Quelqu'un avec un point de vue extérieur complètement différent qu'un entraîneur qui connaît notre championnat. En tout cas, c'est Je pas pense que prévu ce que ce serait- soit Will Steele pour le moment. Ouais, Ça, ouais, je bon, vous le oui, donc, dis, ouais, non, ça, ouais. il n'est pas C'était, prévu parce que peut-être qu'on l'aurait aimé le voir. Ça aurait été Ouais, ce sera mais la deuxième expérience en Moi, tant que T1. Je pense qu'elle a été T1 C'est avec Robert Scott. C'est ce style d'entraîneur-là que j'avais proposé la semaine dernière. Et justement, c'est quelqu'un qui vient d'un autre championnat, parce qu'il connaît mieux, je pense, le Ligue 1 que le championnat belge au final. Donc, faudrait justement un entraîneur qui connaît un autre championnat pour apporter quelque chose de nouveau à Anderlecht. Mais tu posais la question tout à l'heure, est-ce que l'électrochoc avec le nouvel entraîneur ou le fait que Steele, donc son frère, soit entraîneur pour les prochaines semaines, je pense pas qu'il y aura d'électrochoc. J'aurais peut-être dit oui si Angulo était resté, mais pour moi, l'équipe d'Anderlecht s'est affaiblie. Donc, pour moi, ça ne peut pas s'améliorer. Donc, c'est pour ça que j'ose presque dire que Anderlecht passera à la trappe et n'ira pas en play-off 1. Très rapidement, Thorsten Fink, bonne, mauvaise idée. Après, on passe à l'instant diable.
Pour moi, ça peut être une bonne idée parce que c'est un coach qui prône un jeu offensif. Donc, c'est ce qu'il faut pour moi dans une équipe comme Anderlecht. Après, why not? Il y en a un qui s'est fait licencier aux Pays-Bas, ancien de la maison, Marten Martens, qui était à la Z. Ça peut prôner un football offensif également. Sinon, il y en a beaucoup qui parlent, mais comme à chaque fois de Van Bommel. Ouais. Il y en a beaucoup qui parlent de lui, que ça a été échoué, mais à chaque fois on entend toujours la même rumeur. Mais par contre, il va falloir se dépêcher parce que les échéances, elles sont là. Match aller ici en finale de la coupe, en demi-finale de la coupe contre l'Antwerp. Et on se rapproche de la fin de la phase classique où Thomas l'a dit, leur place en playoff 1 n'est pas encore assurée. Ouais, parce que là, ce week-end, c'est contre Genk. Hein. Ouais, ils vont à Genk. S'ils prennent les 30 points, Genk... 102-4, sans Cana. S'ils prennent les 3 points, Genk face à Anderlecht... Genk prendra les 3 points, je pense aussi qu'ils vont prendre les 3 points, donc ça va tout remettre en question. Et donc c'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Et vous me faites bien de le dire, de 4, Anderlecht a refusé dans les derniers instants, c'est une exclusivité que je vous donne pour le Football Time, Anderlecht a refusé dans les derniers instants une offre assez très important, un peu plus de 20 millions d'euros de la part de Brighton. Voilà, je vous le donne, c'est une exclusivité, je l'ai pas tweeté, ce sera ici, ce sera pour le Football Time, offre à peu près un peu plus de 20 millions d'euros refusée en dernière minute par le Sporting d'Anderlecht qui ne veut pas le laisser partir jusqu'à l'été. Après, le pauvre, il est cramé, hein. On l'a vu ici dans le Classico, le pauvre, il a besoin d'aller un peu sur le banc, de se reposer. Il a quoi? Il a 17 ans. Ouais, tu vois qu'il est à bout de souffle. Et il s'est blessé. Donc il était déjà blessé. Ouais, il était déjà blessé en plus. Tu le refais jouer blessé. Le gars, il a 17 ans. Il prend une jaune en première mi-temps. Tu vois que le gars, il est complètement à bout de souffle. Mais vraiment. je pense qu'il a été essoré par le Sporting d'Anderlecht. Il a 17 ans. La on gestion lui met tout est sur les catastrophique. épaules. On attend de lui des choses extraordinaires. C'est un très grand talent, mais vite qu'il parte à l'étranger parce qu'il sera beaucoup mieux géré dans un grand club ou dans un club un petit peu comme Brighton où on sait justement un petit peu manier le talent. Que quand tu vois, regarde, le bête exemple, c'est genre, quand tu devais aller à la Coupe du Monde U17, c'est Coupe du Monde, je pense, ou enfin, soit la Coupe internationale. Ouais. Genre, en direct, il fallait le garder jusqu'au dernier moment, puis tu y vas, tu joues 1 ou 2 matchs, puis tu reviens vite, genre, laisse-le souffler 2-3 jours. Non, toi, c'est vraiment, comme tu l'as dit, laisserait le pire que tu peux, quoi. Mais moi, ça me dérange pas forcément le fait qu'il enchaîne les matchs et qu'il joue, parce que s'il a le niveau, il doit être titulaire, il joue. On a eu le même cas avec Vermeeren du côté de l'Antwerp. Il joue Ouais, mais tous là, les tu vois matchs qu'il est aussi. cramé, quoi. Ouais, ça fait 3 semaines qu'il joue cramé, blessé, toi. Mais je veux dire, pour moi, le problème ne se situe pas là, mais je veux dire, si t'es un bon joueur, Oui, ça, je suis il doit d'accord toujours avec être toi, titulaire, il doit pas, 100%. c'est parce que c'est un jeune qui doit Mais aller il faut sur le essayer de le banc, remettre quoi, sur le Ouais, banc, se si, reposer un peu, quoi. Ouais. Ok, j'ai bien compris. On passe maintenant à l'instant diable avec le cas Ryan Bounida. Il a énormément fait parler sur les réseaux. C'est une information que j'ai pu donner, notamment c'était mardi dernier. Passé par les catégories d'âge chez les Diables Rouges, Ryan Bounida devrait opter pour le Maroc et la sélection des Lions de l'Atlas. Êtes-vous déçu par le choix de Bounida? Quentin? Ouais, je suis quand même déçu. Après, le choix leur revient à lui. Je trouve que c'est lui qui doit faire le propre choix en âme et conscience. Mais dans ces scénarios-là, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a beaucoup d'influence, je pense, de l'entourage. Beaucoup d'influence de certains supporters. On sait que les supporters étrangers mettent sûrement beaucoup plus la pression sur un jeune que les supporters belges. Notamment dans les commentaires des réseaux sociaux, des photos. On sait que c'est un jeune, il lit les commentaires, il lit tout. Et quand, viens jouer pour le pays, ben, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois. Mais ça rentre dans sa tête. Donc ça doit le marquer. Après, faut oublier, il est né à Vilvoorde, il est belge, il a fait toutes ses classes de jeunes depuis les U16 avec la Belgique. Il a été formé à Anderlecht également, il est passé par Anderlecht. En plus, il forme un duo ici dans son club avec un autre belge de Mika Götze et ça marche bien. On a encore vu l'action ce week-end avec la passe décisive de Bounida pour Mika Götze qui, je pense, aura du crédit par après en équipe nationale. Donc, je pense que tout Belge aimerait bien l'avoir dans la sélection, comme tout Marocain aimerait bien également l'avoir dans la sélection. Et il faut que le joueur arrive en âme et conscience à faire le propre choix. Est-ce que son choix de son cœur, de où il a envie de jouer, parce que j'ai pas envie que ce soit un joueur qui dise j'ai envie d'aller jouer en Belgique, mais que sa tête elle est au Maroc par exemple, ou inversement. Donc, mais je pense qu'il va être influencé par des personnes tierces. Influencé par la proximité qu'il peut y avoir avec déjà des joueurs qui représentent le maillot des Lions de l'Atlas. On parle de Bilal El Khanous, on parle aussi d'Anas Zarouri, voilà des joueurs comme ça qui sont en fait des Belges, mais qui ont décidé de représenter le Maroc. Mais par contre, sur Bounida, quand même, il faut souligner un truc. Moi, j'ai des échos et j'ai des témoignages de gens en off qui me disent, des coéquipiers à lui, quand il venait notamment avec les catégories d'âge chez les Diables Rouges, qui m'ont dit clairement que son discours n'a pas vraiment été, même quand il représentait la Belgique, il a toujours dit dans sa tête, moi, j'ai envie de jouer pour le Maroc. Mais alors, pourquoi il va pas en club jeune au Maroc, alors? Ça, je comprends pas. Je pense que pour le moment, c'était un choix
je dirais globale, peut-être de son management, peut-être familiale, pour le moment de dire bon bah tu joues avec la Belgique, etc. Mais je pense qu'il est attiré par le Maroc naturellement, par notamment sa proximité. Mais c'est ça que je dis, il était là chez les Diables et il parlait à des gens sélectionnés chez les Diables Rouges, dans des discussions, etc. Il disait mais moi j'ai envie de jouer pour le Maroc, quoi. Bah alors va chez les jeunes dès le début chez le Maroc, ça j'aime pas, tu vois, ça c'est pas normal. Je trouve si alors mais libre à lui, hein, il a 100% raison. Mais alors va directement là-bas. Joue pas depuis tes U16 avec les jeunes de la Belgique, c'est ça, je comprends pas. C'est juste parce que c'est mieux encadré et qu'il y a plus de visibilité, c'est juste pour son intérêt personnel, c'est clair et net. Est-ce que tu penses que c'est un effet de hype? Clairement, parce que le Maroc en ce moment est vraiment extraordinaire. Honnêtement, donc, moi, ce type de joueur-là, je vais même pas me prononcer par rapport à son niveau parce que je ne l'ai pas vu assez, j'ai quasiment pas vu de match de lui, mais juste la situation, ça je me permets de la juger, c'est que il y a un débat Belgique-Maroc, c'est un débat qu'on a déjà eu plein de fois avec plusieurs joueurs. Honnêtement, ça se sent, ça se ressent que ce joueur veut jouer pour le Maroc, mais vraiment comme Quentin le dit, il a raison qu'il aille, mais qu'on commence pas à gratter, à le motiver, à le convaincre contre son plein gré. Honnêtement, qu'il aille jouer pour le Maroc, ça me dérange pas. Moi, même que ce soit un autre joueur, peu importe s'il y a un débat de nationalité, va vers le pays qui t'attire le plus. Pour moi, faut pas chercher à convaincre et tout, ça sert à rien. Et si on élargit la réflexion, Xavier, on peut se dire aussi qu'à terme, la plupart, voire même peut-être tous les Belges d'origine marocaine vont vouloir représenter les Lions de l'Atlas. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'inquiétant? Oui, non. Enfin, ayant envie de représenter un autre pays, bah, comme l'a dit Thomas, déjà, je pense qu'il faut jamais essayer de convaincre un joueur. Si tu dois essayer de le convaincre, c'est qu'il y a un souci. Soit il a envie de jouer pour ton pays, soit il n'a pas envie. Puis on sait que la fédération marocaine aime souvent mettre les moyens pour convaincre les joueurs d'y aller. Oui, mais quand même, c'est important, excuse-moi de t'interrompre, mais que tous les Belges qui sont nés en Belgique d'origine marocaine décident d'aller jouer pour les Lions de l'Atlas, pour toi, ça ne t'inquiète pas? Non, on aura d'autres joueurs. Il y a Mika Götze, on aura Mika Götze, par exemple, ou d'autres joueurs. Et puis le problème, c'est que le Maroc a une belle génération. Ils sont tous potes entre eux. Ils ont tous envie d'aller jouer avec leurs potes, au lieu d'aller jouer avec d'autres joueurs qui sont peut-être un peu moins amis, on va dire ça comme ça. Ok, moi c'est une question que je te pose, j'ai pas d'avis. Honnêtement, ça me dérange pas du tout non plus. Je comprends pas cette politique des dernières années de tous les pays qui essayent d'aller gratter, recruter des joueurs avec une petite origine. Enfin, tu vois, ça me dérange. Si tu joues pour la Belgique, t'as envie de jouer, tu joueras. Si t'as pas envie, tu joues pas. Point barre. Faut pas chercher. Le management avec Manhart, par exemple, on a été recruté Manhart pour aller chercher et convaincre les joueurs. Je trouve ça nul, cette politique des dernières années, je comprends pas, moi. C'est ou bien tu joues pour ton pays, c'est ta nationalité, ou tu joues pour ton autre pays. Oui, après, sans partir sur le débat sociétal, c'est dommage que la diaspora la plus représentée dans le pays ne puisse pas être représentée aussi en Belgique, parce que il y a beaucoup de Marocains qui adorent la Belgique, il y a aussi beaucoup de Marocains qui aimeraient voir peut-être des Belgo-Marocains jouer pour la Belgique. C'est possible aussi. Bien sûr. Tu vois, faut pas non plus aussi y verser dans le s'ils veulent tous aller jouer au Maroc, ils vont tous jouer au Maroc. Non. Mais que ce soit le Maroc ou un autre pays. C'est pareil pour l'Italie où moi je suis d'origine italienne, je peux parler de mon cas. Bah voilà, j'aurais été tellement fier de voir, à l'époque, malheureusement, feu François Sterkelen l'a été, mais de voir un Belge d'origine italienne représenter les Diables Rouges, mais tu n'imagines pas ma fierté, comment j'aurais été, waouh, je t'en parle, j'ai les frissons. D'accord, mais le représenter à contre-cœur, toi, faut qu'il ait juste envie, t'as pas besoin de le convaincre, c'est ça qu'on veut dire, surtout toi. S'il n'a pas envie, il a pas envie, toi. On a parlé avec le Congo, il y a beaucoup de joueurs aussi, du Congo et la Belgique, où, vu que c'était une colonie avant, qu'il y a beaucoup d'origines entre ces deux pays-là. Ben, c'est comme ça. C'est l'exemple, Nathan Ngoy, le Congo avec Chancel Mbemba ont tout fait pour l'avoir. Non, lui, il a choisi la Belgique. Et donc voilà, donc ça, c'est un joueur qui sera bienvenu dans l'équipe nationale et qu'on sait qu'il a envie de représenter la Belgique, quoi. Donc, espérons que après, le choix n'est pas encore officiel de sa part, mais ça sent mauvais vu ce que tu nous as dit de ce qu'il disait chez les jeunes en Belgique, quoi. Et moi, j'ai une réflexion quand même sur ça. J'ai un peu l'impression que les joueurs sont un peu des girouettes. Ils vont là où le vent tourne. Oui, aussi, bien sûr. Et voilà, exactement. Malheureusement, c'est aussi comme ça dans leur choix de carrière. Il n'y a pas que ça. Et la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, donc le Maroc d'aujourd'hui n'être pas le Maroc de demain aussi, donc peut-être qu'il regrettera son choix s'il va là-bas aussi. Absolument. Allez, on passe maintenant au Football Time Award, on va donner nos joueurs de la semaine, et comme d'habitude, Thomas ne m'a pas donné le sien, donc comme d'habitude, il va commencer par nous donner le sien. Tu l'as cité pourtant lors de cette émission, tu as dit qu'il avait fait un excellent match, et je l'ai pris parce que il a
en effet fait un excellent match. Et pour moi, c'est le meilleur défenseur de notre championnat, c'est McAllister. McAllister, Ouais. Kevin Ouais, McAllister. franchement, il est monstrueux ce défenseur et il était au niveau, présent. Il avait déjà fait un très bon match aussi en Ligue des Champions. Il confirme vraiment son statut d'international argentin et j'espère vraiment pour lui qu'il sera sélectionné. Il le mérite. Xavier. Moi, j'ai pris Dan Heyman, c'est tout simplement doublé ce week-end, victoire de Genk 2-1. Il était même décisif en Coupe d'Europe avec Genk qui gagne 1-2 et il est passeur et buteur, donc voilà, appliqué dans tous les buts de Genk cette semaine. Donc logique de le mettre à l'honneur. Dans quelques instants, on va parler du tir parce que je pense que ça va juste nous donner un petit débat une minute, mais moi je le donne à Thibaut Somers parce qu'il fait un match parfait, absolument parfait dans la rencontre entre le Cercle de Bruges et le Royal Antwerp Football Club. Non, il était c'est le cercle. partout. Le Cercle de Bruges, oui, c'est vraiment incroyable. Il était motivé mais à fond et Ancien il club, mérite. Et oui, c'est un ancien joueur des Groenenzoard. Donc il a vraiment fait un travail incroyable de fond en comble. Il était mais complètement dévoué à sa cause. Il a été très efficace en plus de ça dans son jeu. Thibaut Somers, quand il joue à ce niveau-là, prétendant, on a personne à droite, hein. On a personne à droite chez les Diables. T'emballes pas, Moi, t'emballes je le dis. Non, mais. Arrêtez-le, stop. Liste ouverte à 64, je le mets dedans. Voilà. J'ai dit Liste aussi- ouverte à 64, hein, j'ai pas dit dans les 26. Hein. J'avais dit aussi, Bertaccini, pour l'instant, il confirme pas non plus, donc Voilà. faut faire Eh ben, gaffe avec voilà. ce genre de Eh ben, déclaration. aujourd'hui, je fais un gros bisou à Thibaut Somers parce qu'il a fait un match exceptionnel contre ses anciens coéquipiers du cercle. Quentin, tu as choisi. Ouais, Rafiki Saïd, c'est gros derby, victoire 2-0, un but, une passe décisive, pardon. Donc c'est normal, on l'a déjà dit précédemment, un joueur qui pour moi joue quand même à la carte. Et là, il avait choisi la carte du jour. Il avait choisi le menu, il avait pris le menu et il avait décidé d'être le cuistot. Et voilà, il y a rien à dire. C'est un game changer. Hein, on l'a encore vu ici, ce qu'il fait pour provoquer la passe décisive, c'est très bien joué de sa part. Donc Rafiki Saïd, rien à dire effectivement suite au standard. Thomas, Le classement? le classement. En effet, il a choisi Rafiki Saïd, il est premier, il prend donc un point supplémentaire et ça prouve vraiment justement ce que Quentin vient de dire, c'est un joueur à la carte, il fait des matchs exceptionnels, quelquefois, et donc du coup on lui donne ce point et les autres matchs on n'entend pas parler de lui, donc c'est vraiment la preuve que c'est un joueur qui joue à la carte et actuellement il se retrouve premier. Ok, donc vous l'avez entendu, Rafiki Saïd, Dan Heymans, Kevin McAllister et donc Thibaut Somers. Ce sera à vous de décider sur X et sur Instagram quel sera votre choix. Évidemment, cette semaine, on vous donnera l'occasion de donner encore des points qui gagnera le 2e Football Time Award. Ce sera hyper intéressant, évidemment, de le savoir. Je vais quand même pas oublier l'happening, Thomas, t'inquiète pas. J'y avais pas, j'étais là, prêt à sauter là. Zappé, t'inquiète, on est là, je Mais vais c'est le faire bien. à la fin. C'est bien que tu le fais à la fin parce que c'est justement un truc qu'on va faire en fonction de la prochaine journée. C'est très simple, c'est un truc je pense on a peut-être déjà fait mais je suis pas certain. C'est juste très simple, vous allez répondre équipe A match nul ou équipe B. Je vais vous donner des matchs. En fait, c'est les pronostics du week-end qui vont venir. Ok, sur 5 pronostic matchs, de la ouais. prochaine journée Sur en 5 JPL. sur 5 matchs que j'ai sélectionnés. Donc c'est simple, tu réponds ou bien club A, match nul ou club B, OK? Ok, Et on fait le tour ici. c'est parti. T'es prêt? Alors, on commence avec Bruges Standard. Bruges, Moi, je veux dire match nul. Match nul. Bruges, Charleroi Cercle de Bruges. Charleroi, Je veux dire nul aussi. Match nul. Charleroi, Genk Anderlecht. je vais dire Genk. 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 Genk, Union La Louvière. La Louvière. Hein non, j'ai dit, je vois pas pourquoi. En fait, je parlais dans ma tête. Non, ce sera l'Union. Moi, je vois bien match nul aussi. L'Union. Union, Et pour finir, Malines Antwerp. Malines Antwerp, ce sera Malines. 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 Eh ben voilà, c'est magnifique. C'est la meilleure manière de terminer le show, l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Xavier. Merci Thomas. Merci Quentin. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de super moments à vivre ensemble. C'était le Football Time. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.